Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Une page d'histoire. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'évolution de la mode féminine au XXe siècle. Nous verrons donc toute l'émancipation féminine qui a eu lieu au XXe siècle, à travers la mode. Nous pouvons aujourd'hui en effet nous habiller comme nous le souhaitons, mais nos grand-mères étaient soumises à un code vestimentaire très contraignant. Nous vous offrons donc ce soir une rétrospective de tout le XXe siècle. En quoi la mode a-t-elle servi l'émancipation du corps de la femme au XXe siècle? Nous avons ce soir la grande chance d'accueillir sur notre plateau Julia Perry, une styliste londonienne à la renommée internationale, qui vient dans le but de nous expliquer ce phénomène. Good evening. Bonsoir. Nice to meet you. So, good morning everyone. I'm glad to be here with you tonight, and I hope that I will be able to explain you the historical aspects of the subject. Nous allons donc étudier cette période en images. J'espère que vous serez en mesure de nous apporter quelques informations supplémentaires suite à ce reportage signé François de Berthier. Nous voici en 1900, siècle ouvert par l'exposition universelle. Le code vestimentaire destiné à la jambe féminine de l'époque était très contraignant. Comment l'évolution de la mode dans les siècles antérieurs a-t-elle conduit à ces codes? À chaque période, une partie du corps de la femme est mise en valeur. Sous l'Empire, toutes les contraintes sont abolies pour permettre aux femmes d'enfanter plus facilement. Dès la Restauration, les anciens codes réapparaissent et les corps sont de nouveau meurtris. À cette époque, c'est-à-dire en 1900, le corps des femmes subissait de nombreuses contraintes. Leur chapeau était lourd et agressif, leur taille était en effet sanglée par un corset meurtrier, leur marche était entravée par des jupes trop longues et la multiplication des couches de vêtements. Les corps étaient principalement meurtris par le corset qui était porté pour affiner la taille et faire ressortir la poitrine et les hanches, symbole de la féminité. Le port abusif du corset avait des conséquences irréversibles sur le corps de la femme. Il entraînait en effet des déplacements d'organes, des fractures, des évanouissements et parfois même la mort. C'est pourquoi le couturier français Paul Poiret décida de l'abolir, ainsi que le jupon, qui entravait la marche par son poids. Lors de ses nombreux voyages en Orient, Poiret découvre une autre mode que celle occidentale, qu'il introduit et qui l'inspirera pour de nombreuses créations, comme le pantalon bouffant qui est introduit dans la mode féminine française à partir des années 1910. Il est à l'origine de nombreuses avancées de cette époque. Il déplace en effet la ceinture sous la poitrine, fait des épaules le point d'appui de la silhouette et remplace le corset par le soutien-gorge dès 1913. Cependant, ces avancées se limitent à une certaine élite et les classes moyennes ne ressentent pas encore les conséquences de cette révolution vestimentaire. Après avoir regardé ces quelques images, nous pouvons constater que le bilan de la belle époque est mitigé. En effet, la peur de l'indifférenciation des sexes freine les progrès, mis à part le corset, mais les autres avancées se bornent aux activités sportives. Indeed, each time constraints was lifting, another one was added, so it was very complicated for the women of this time because they suffered of a lot of constraints. La belle époque a pris fin avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Comme tout le monde le sait, 14-18 a mobilisé tous les hommes au front, laissant les femmes seules. Elles ont donc été obligées d'effectuer leur travail à leur place. Elles ont mis de côté leurs robes, leurs corsets et tous leurs vêtements pour enfiler des tenues plus pratiques, voire même parfois des pantalons. Les femmes remplacent effectivement les hommes aux travaux des usines et des champs. Julia Perry, pouvez-vous nous expliquer cette période et nous décrire les tenues vestimentaires que portaient ces femmes? Yeah, the dress of this period was very simple, and there was no color or anything. And the corset was abolished for two valid reasons. Because the bones of the corset was used to make weapons, and plus it was impossible to work with corset, so it was the real end of the corset during this period. Durant les années folles, l'heure est à la jovialité pour tenter d'oublier les atrocités vécues pendant la guerre. Le pantalon, après l'armistice, est de nouveau un objet d'antiféminité. Les jupes redeviennent donc l'habit de prédilection. En 1924, elles sont courtes car en moyenne à 26 cm du sol. Elles se fixeront finalement à 32 cm de celui-ci en 1930. Cependant, les garde-robes sont de plus en plus masculines avec l'arrivée de la garçonne. Le pantalon intègre ces garde-robes dans les années 1920 car même s'il était porté auparavant, cela ne concernait que le sport. La garçonne, avec ses cheveux courts, ses robes raccourcies et sa silhouette tubulaire, est une figure de mode androgyne qui incarne l'émancipation des femmes. Des personnalités féminines de l'époque comme Marlène Dietrich ou Katharine Hepburn posent en pantalon, ce qui permet de le démocratiser. Ces femmes qui ont affronté les préjugés et l'homophobie ont permis l'émancipation et la libéralisation des femmes.
D'autre part, la lingerie évolue elle aussi durant les années folles. Le soutien-gorge se démocratise grâce à la fibre synthétique et les premiers bas apparaissent grâce au nylon. L'un des couturiers phares de cette époque était Jean Patou, qui procura aux femmes une nouvelle sensation de liberté en associant fonctionnalité, luxe et féminité. Il opta pour un style épuré, frôlant le cubisme, tout en affichant des tenues décontractées. Ce dernier sera une véritable référence pour les couturiers de l'époque, notamment pour Gabrielle Chanel. Celle-ci développa un style sobre et pratique qui devint le symbole du vêtement féminin, adapté à la femme urbaine. L'envie de cette grande styliste de développer des vêtements confortables venait de son goût pour le sport. Ainsi, elle associait le pantalon d'homme à un chemisier simple ou à une marinière. Cette aversion pour le luxe lui venait de son milieu social, qui était pour le moins modeste. Elle créa donc des vêtements aux coupes simples et droites avec de nouvelles étoffes comme le jersey beige qu'elle employait pour réaliser ses fameuses robes à bretelles et ses vestes. Son goût pour l'élégance et la simplicité se retrouvait également dans ses robes chemisiers qui étaient portées avec une écharpe nouée sur les hanches en guise de ceinture. Les années folles furent une période fructueuse en ce qui concerne la mode. En effet, de nombreuses avancées furent réalisées et ont permis la progression de la libération du corps de la femme. Donc, suite à ces quelques images, que pouvons-nous retenir de cette période? So we can notice some important evolution. Effectivement, pendant les années folles, les jupes sont raccourcies. L'étendard de cette période est l'emblématique garçonne, dont la silhouette androgyne choque par son apparence jugée extravagante. Malheureusement, cette évolution sera violemment interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Yes, and these evolutions are limited to the upper class of the society. En effet, ces avancées se limitent seulement aux maisons des grands couturiers. Les classes moyennes ne peuvent en profiter. Et avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, le scénario de 14-18 se répète. La mode est mise de côté par manque d'envie, de temps et surtout d'argent. La Seconde Guerre mondiale a effectivement stoppé l'évolution de la mode, qui ne reprendra son cours que durant les années 50. Car jusque-là, le pays est en reconstruction et la mode n'est pas à l'ordre du jour. Mais ne nous dites pas tout. Nous allons étudier cette période en images. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les avancées dans le domaine de la mode ne reprennent pas immédiatement. Il faut attendre les années 50 pour que la libération du corps de la femme reprenne sa marche. Durant cette décennie, la jupe reprend le dessus sur le pantalon. Dior parle ainsi de reféminiser la femme. Les plus audacieuses iront jusqu'à porter la fameuse mini-jupe qui se démocratisera plus tard. Les femmes portent toutefois le pantalon, dont le triomphe coïncide avec celui de la mini-jupe, développé par Mary Quant, une célèbre styliste britannique qui raccourcissait peu à peu ses jupes à partir de 1958 pour libérer les femmes des contraintes imposées par des jupes trop longues. C'est pendant cette période que le tailleur Chanel voit le jour. Ce tailleur en tweed est composé d'une veste carrée sans col qui se ferme à l'aide d'une chaînette dorée et d'une jupe légèrement évasée qui se porte au-dessus du genou. Parallèlement, la lingerie elle aussi évolue. En 1949, le soutien-gorge obus apparaît avec l'arrivée des pin-up. Dès les années 60, le soutien-gorge devient un symbole de l'oppression. Considéré par certains comme un instrument de souffrance affligé au corps des femmes, il doit désormais être fonctionnel, confortable et éloigné de toute connotation sexuelle. Le couturier français emblématique de cette période n'est autre que Dior. Il rend à la couture sa part de rêve et aux femmes le goût de plaire et suggérer le désir. Il est surtout connu pour ses lignes New Look et sa silhouette qui est une conception avant-gardiste. Taille cintrée, poitrine haute et ronde, épaules étroites et jambes découvertes à 40 cm au-dessus du sol. C'est également pendant cette période que le pantalon cesse enfin d'être un signe de masculinité. Peu importe que ce soit une jupe ou un pantalon, les femmes veulent se sentir libres de choisir leur tenue, et c'est en ça que cette décennie fut une réelle révolution. La mode avait beaucoup évolué avant mai 68, que ce soit dans le port du pantalon ou de la jupe. Ce qui ne veut pas dire que les mentalités ont évolué en même temps. Au contraire, de nombreuses personnes continuent à penser comme au début du siècle. Mais les jeunes des années 70, eux, veulent faire bouger le monde. Ils veulent rompre avec celui de leurs parents. Et c'est là que les femmes vont véritablement acquérir leur liberté vestimentaire. Elles vont pouvoir enfin s'habiller comme elles le souhaitent, que ce soit en portant des pantalons, des jupes, et en portant surtout un soutien-gorge ou pas. Suite à mai 68, de nouveaux mouvements apparaissent comme le mouvement hippie qui touche de nombreux domaines, dont la mode. Les tenues qui se veulent confortables et affranchies de toute contrainte sont généralement composées de jeans brodés, de chemisiers amples, colorés, transparents, de tissus aux couleurs vives et d'accessoires extravagants. Ce mouvement venant des États-Unis a séduit l'Europe notamment par son slogan Peace and Love. Les années 70 sont une période de transition.
Les tenues sont un mélange de fluidité, de détente et de fantaisie, car la mode se veut pratique et décontractée. D'autre part, la population prend conscience du reste du monde et adopte une mode multiculturelle. La marque Cacharel, créée par Jean Bousquet, met en avant un style aux motifs s'inspirant de l'Afrique et des pays d'Orient, rejetant ainsi le style classique et formel des générations plus anciennes. Parallèlement, le style punk se développe et crée une mode aux antipodes des conceptions bourgeoises. Le style punk, qui doit son nom au mot anglais qui signifie sans valeur, développe un aspect agressif, avachi et déstructuré. Durant cette période, la styliste Sonia Rykiel ouvre elle aussi sa propre affaire et présente des vêtements pratiques. Ses tenues sont principalement en maille, comme ses robes qui deviennent rapidement des classiques. Les matières sont sensuelles, les couleurs discrètes, les contours sont asymétriques et les vêtements en jersey épousent le corps de la femme pour le mettre en valeur. Suite à mai 68, de nombreux mouvements se sont développés parallèlement et ont permis la libération du corps de la femme. C'est pendant ce laps de temps que l'évolution de la mode féminine a été la plus fulgurante, notamment après mai 68 qui a concrétisé les avancées antérieures. Donc suite à ce reportage, nous avons pu voir que différents mouvements se sont succédés, libérant tous à chaque fois un peu plus le corps de la femme. Nevertheless, today we can't speak about a liberation of women's body because all the constraints was abolished. So now it's more an erotization because today we can see little girls or women half naked in the streets. C'est maintenant la fin de notre reportage. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Et nous remercions Julia Perry d'être venue sur le plateau d'une page d'histoire. You're welcome.